Les podcasts du Figaro. J'entends, il faut être heureux, il y a une espèce de tyrannie du bonheur, mais en vérité, on ne va pas vivre l'instant présent de façon complètement égoïste. Je suis riche de quoi ? Je suis riche de savoir, d'expérience, de rencontres, d'amis. Il y a plein d'autres richesses que celle de l'argent qui comptent aussi, dont on ne parle pas dans les publicités, dont on ne parle pas dans les réseaux sociaux. Donc, tous les jours, j'essaie de me dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait qui en vaut la peine ? Il y a une urgence à changer. On a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance, quoi. Bonjour, vous écoutez Les Engagés. Dans ce podcast, on reçoit des femmes et des hommes qui nous aident à voir plus loin. Et cette semaine, j'ai eu envie de me demander, c'est quoi un acteur engagé ? Et pour ça, j'ai invité Samuel Le Bihan, que j'ai le grand plaisir de recevoir. Bonjour Samuel. Bonjour. Samuel, vous avez débuté au théâtre, puis tourné dans de nombreux films, comme Capitaine Conan, Le Pacte des loups, encore Vénus Beauté. Vous incarnez depuis 10 ans le personnage d'Alex Hugo, un flic marseillais qui arrive dans un village de haute montagne. Et alors que les concurrents du 10e Vendée Globe franchissent la ligne d'arrivée, vous avez incarné à l'écran le formidable navigateur Yves Parlier qui a terminé le tour du monde en 2000 en réparant seul son bateau. Vous êtes aussi engagé pour plusieurs causes, dont celle de l'autisme et celle de la protection des océans. On va commencer par le début. Comment était votre enfance ? Est-ce que vous avez eu une enfance heureuse, Samuel ? Je sais pas, il y a eu des moments heureux, des moments qui l'étaient moins. Je sais que j'étais assez en colère. La vie qui m'était proposée, en tout cas comme je dis souvent, le jeu de cartes qu'on m'avait donné ne me convenait pas et je voulais changer les cartes. Donc je voulais un autre destin. Je rêvais beaucoup de voyages, d'aventures, de rencontres, de destin en fait. J'avais envie d'un destin. Il y avait quelque chose qui ne me satisfaisait pas, je ne sais pas exactement. Donc je passais beaucoup de temps seul à créer beaucoup de choses. Je dessinais beaucoup. D'ailleurs, je pensais que je deviendrais peintre. J'inventais beaucoup de choses, des systèmes que je fabriquais. Il y avait une espèce de curiosité sur la technologie et sur l'artistique. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez décidé de devenir comédien ? Ça s'est fait en plusieurs étapes, mais ce qui est marrant, c'est que j'étais assez bon en maths, en techno, en physique, chimie, et j'étais assez mauvais en français, en fait. J'arrivais pas à connecter. J'ai compris depuis que j'avais une dyslexie, mais ce qui est drôle, c'est que ça me passionnait, c'est-à-dire c'était comme un défi. Il fallait absolument que je réussisse là où j'avais du mal. Et les professeurs de français avaient une tendresse pour moi. Et chaque fois qu'ils proposaient de faire du théâtre, moi, c'était un lieu d'expression. C'était un moment où je pouvais gagner un peu de reconnaissance. Et particulièrement, il y a quelques profs de français comme ça qui ont été formidables, où ils nous obligeaient à sans arrêt. Par exemple, le mercredi, il y avait un moment où on faisait de la poésie, et puis très vite, vous épuisez le Lagarde et Michard, et là, il faut commencer à écrire, à chercher d'autres choses, et on développe sa curiosité, et on devient créatif. Et je pense que des déclics se faisaient un petit peu là, mais sans y croire, parce que je ne savais pas que les cours de théâtre existaient, je ne savais pas que c'était un métier accessible, moi c'était tellement loin. Mais par contre, une envie de faire un métier artistique devenait de plus en plus forte, et je pensais que ça s'exprimerait à travers la peinture, donc je rêvais de faire les beaux-arts. J'ai commencé à prendre des cours de théâtre, puis très vite, je me suis dit, il faut sortir de sa zone de confort. J'avais des espèces de timidité, de pudeur, mais qui sont encore là. Hein. J'ai toujours un peu de mal à savoir comment je fonctionne. Et ce que je savais, c'est qu'il fallait prendre des risques. Et donc, je suis parti jouer dans la rue en pensant à Molière, qui partait en tréteau. Je m'étais fait un spectacle de mime en observant comment il faisait à Beaubourg. J'allais voir les spectacles de rue et puis j'ai commencé à créer mon spectacle et je suis parti. J'ai fait toute la côte atlantique, la côte d'Azur. Puis après, ça marchait très fort. Du coup, je suis parti à Venise, je suis parti à Vienne. Enfin voilà, et à chaque fois dans les villes, je jouais. Et je vous faisiez gagnais de quoi ? l'argent. Vous crachiez du feu ? Alors oui, j'ai rencontré un cracheur de feu qui m'a appris à cracher les feux. J'ai rencontré des mimes qui m'ont aidé à développer un peu plus. Des jongleurs, des gens du cirque en fait, qui m'apprenaient des trucs. Je dormais sur les plages. Je rencontrais des gens, c'était un peu hippie comme vie, quoi. Et c'était très, très libre, un peu spontané. C'était dur aussi, parce que c'est une rue, hein, et vous dites, cette rue, moi, je vais en faire un lieu de théâtre. Donc, il fallait l'imposer. J'avais une petite trouille, quand même. J'étais pas rodé à l'exercice complètement, quoi. Mais il fallait s'imposer. C'était une question de survie. C'est-à-dire, si j'avais choisi de faire ce métier de comédien, il fallait que je puisse en vivre. Et pour en vivre, il fallait que je puisse progresser. J'avais pas le choix. Il fallait que je tente des choses
qui n'était pas facile pour moi, quoi. Et après, vous êtes revenu à un parcours plus classique, D'abord la rue Blanche et ensuite le conservatoire. et puis la Comédie Française. Et là, du conservatoire, ils m'ont vu, donc, parce qu'il y avait un lien. En tout cas, ils m'ont proposé de rentrer dans la troupe de la Comédie Française. Alors, les spectacles de rue à la Comédie Française, qu'est-ce qui vous a plu à la Comédie Française? Ce sont des grands enfants, ils adorent jouer. La rue, c'est plus dur parce qu'on a moins de confort. Faut faire sa place, mais c'est une école formidable. En tout cas, pour moi, ça a été une école formidable. La Comédie Française, vous avez tout. C'est-à-dire qu'on vous fait vos costumes, vous avez des lieux pour répéter. Enfin, c'est un luxe formidable, mais la contrepartie, c'est être complètement passionné, y passer des heures à apprendre des textes, à jouer, sans compter, de façon obsessionnelle. Et ça, c'est très riche, très enrichissant aussi. C'est l'intensité. C'est le dénominateur commun, de toute façon. Celui qui réussit, dans le fond, c'est celui qui a le plus envie. Et ces outils-là, vous êtes à développer, à exprimer votre envie. Et pourquoi vous avez quitté la Comédie Française? Parce que je faisais de plus en plus de cinéma. Oui. Et on c'était m'a pas demandé de compatible. choisir. Non, Ouais. c'est normal, c'est une troupe. Donc la troupe vous protège, elle vous soutient, elle vous met en lumière. Mais vous devez aussi quelque chose à cette troupe. Et donc, il fallait choisir. Soit j'étais là pour la troupe, ou j'étais pas là. Et le cinéma me tendait les bras, donc j'ai eu du mal à résister. Vous avez interprété de nombreux personnages au cours de votre carrière. Est-ce qu'il y a un rôle que vous avez préféré? Peut-être Stanley Kowalski dans Un tramway nommé Désir. Donc ça, c'était au théâtre. Je sortais de la Comédie Française et on me proposait de jouer cette pièce qui avait été la pièce mythique de Marlon Brando. Donc je me confrontais à une légende et il fallait que je sois crédible. Et donc le défi était de taille. Je me suis énormément amusé dans ce rôle. D'abord, ça a été un succès. On a eu des critiques formidables. Donc j'ai réussi à convaincre. Et ensuite, le personnage, il a des caractéristiques assez enrichissantes. Il est très contrasté, très sensible et en même temps, il exprime énormément de virilité, une violence qui a besoin de confrontation et en même temps un cœur d'enfant. Enfin, c'est une espèce de grand écart en permanence émotionnel et qui me permettait d'explorer ma propre sensibilité. Donc ça me plaisait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous anime dans le choix des rôles que vous acceptez? J'essaye de m'amuser, de m'enrichir. Je me lance des défis quand même. Quand on parlait de Seul, par exemple, Seul, c'est un vrai défi. Ça a été très, très dur. Et c'était un défi aussi pour le réalisateur, qui est un ami, c'est Pierre Izoard. On s'est rencontrés sur les Alex Hugo. Ensuite, on a fait un téléfilm sur l'autisme ensemble. Un père qui découvrait une paternité qu'il avait toujours fui. Et puis, on a fait une série aussi ensemble pour TF1 qui s'appelle Carpe Diem, qui n'est pas encore passée, qui est plus sur un ton de comédie. On est très complices, on se connaît, on a une bonne complémentarité, quoi. Donc, lui, il me surprend toujours dans sa mise en scène, et moi, j'arrive à le surprendre dans mon jeu. Donc, on reste toujours en éveil, c'est pas mal ça, c'est créatif. Et donc le personnage de Yves Parlier, Yves pourquoi est-ce que vous avez Parlier, accepté ce rôle? Parce qu'il y avait... On n'avait pas de moyens, donc normalement, vous savez, un film sur la mer, ça coûte très très cher parce qu'il faut des bateaux d'assistance, tout un équipement qu'on n'avait pas. Donc on est parti avec une caméra, une micro-équipe, et puis on a filmé en fonction de la météo. Donc on cherchait les tempêtes, on cherchait le calme plat pour redéfinir le parcours autour du monde de Yves Parlier. Et c'était épuisant. Le week-end arrivé, j'étais exténué, quoi. Mais ça jouait pour le personnage aussi. En quoi l'histoire d'Yves Parlier c'est plus que celle d'un marin? Elle est universelle, cette histoire. C'est un film sur un homme qui refuse d'abandonner. Tous ces personnages, je dirais, d'Alex Hugo, d'Yves Parlier ou les autres personnages que j'ai interprétés ces derniers temps, je crois que le dénominateur commun sont quand même des hommes courageux. En fait, ils nous laissent une trace de jusqu'où on peut aller dans notre détermination, jusqu'où on a le droit d'aller. Ne pas lâcher. En fait, c'est ça que ça nous raconte. Ça vaut la peine, quoi. Ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout, de ne pas abandonner, de ne pas lâcher. Et ça, c'est valable pour tout. Il y a tellement de moments dans la vie où on n'y croit plus. Et c'est quoi le courage aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui? En vérité, je me pose la question tous les jours. Tous les jours, En se levant, non, vous dites... ouais, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, tu as fait quelque chose d'intéressant pour toi, pour la communauté, pour ton pays, pour ta famille? Et je pense que c'est ça, être courageux, c'est se poser des questions. J'entends, il faut être heureux, il y a une espèce de tyrannie du bonheur. Mais en vérité, on ne va pas vivre l'instant présent de façon complètement égoïste. Le bonheur, c'est aussi faire du bien aux autres. Assumer ses responsabilités, c'est une façon de gagner en fierté de soi et aussi de créer du bonheur quelque part.
Parce que lorsque vous êtes un bon père, lorsque vous êtes quelqu'un qui assume ses engagements, c'est aussi une façon de se regarder avec dignité et donc de créer une satisfaction, mais honorable. Donc, c'est des personnages, quand on parle d'Yves Parler par exemple, qui traversent des choses extrêmement difficiles et ils nous disent, ce qui est important, c'est de rester digne. C'est ça qui est important. Et il y a une valeur là-dessus. C'est-à-dire que je trouve qu'on est dans une société en permanence où on nous culpabilise de ne pas être assez bien. Moi, j'ai l'impression, je dis, mais j'aurais dû mieux réussir, j'aurais dû... je devrais être plus riche parce que je suis pas capable d'acheter tout ce qu'on nous propose. Donc, je suis riche de quoi ? Je suis riche de savoir, d'expérience, de rencontres, d'amis. Il y a plein d'autres richesses que celle de l'argent qui comptent aussi, dont on ne parle pas dans les publicités, dont on ne parle pas dans les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, il faut avoir une vie merveilleuse. Moi, je culpabilise toujours, j'ai l'impression que les autres, ils sont toujours dans des endroits incroyables. Je pense qu'on se trompe, quoi. Le bonheur, c'est pas le plaisir, il faut pas confondre. Je crois que le bonheur, c'est la fierté de soi. Donc, tous les jours, j'essaie de me dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait qui en vaut la peine ? Donc c'est pour ça aussi que vous vous engagez. On connaît mon engagement sur l'autisme, parce que j'ai un peu pris la parole là-dessus. Le bonheur, c'est aussi de développer son sens de l'autre. Hein. Donc ça s'exprimait avec Action contre la faim, où je me suis retrouvé au conseil d'administration. Là, ça a été des années vraiment intéressantes, parce que je suis allé sur le terrain, je suis allé dans des missions. Je suis allé au Darfour pendant qu'il y avait les événements. Il y avait la guerre, je suis allé au Libéria, juste après la Révolution. C'était une découverte de la géopolitique, en fait, et du voyage, mais pas par le tourisme, par les conflits armés, les déplacements de population. J'étais à Haïti, juste après le tremblement de terre. Et j'avais fait un documentaire qui est passé en envoyé spécial sur les enfants des rues en Mongolie, qui s'appelle Nomads Land. Et c'était assez émouvant. C'était assez émouvant de rencontrer les familles qui vivaient sous terre. Parce que là-bas, à Oulan-Bator, la capitale, il y a des conduits d'eau chaude qui datent de l'Union soviétique. Et plein de gens se réfugiaient dans les sous-sols où il y a ces conduits d'eau chaude. Voilà, c'est un documentaire qui était assez puissant. Vous avez aussi un autre engagement à travers Earthwake, qui est une association qui lutte contre la pollution des océans. Il y a 10 ans, j'étais choqué par les pollutions plastiques. C'était pas trop le sujet à l'époque encore. On parlait pas du 7e continent. J'étais très alarmé par la façon dont tous les déchets plastiques se retrouvaient dans l'océan et venaient s'émerger, s'échouer sur des plages paradisiaques. Donc je trouvais qu'il y a un vrai sujet et je m'en suis emparé en cherchant. Bon, la gamberge est très simple. Hein. Si on trouve le moyen de valoriser ce déchet plastique, on va stimuler le ramassage. Ce déchet plastique arrive dans des endroits où il n'y a pas de ramassage. Il faut comprendre, nous on est dans ces pays occidentaux où le ramassage d'ordures est très organisé, mais il faut savoir que, je dirais, 80% de la planète, c'est pas forcément le cas. Donc tout se recycle, plus ou moins, sauf le plastique, qui est un déchet complexe et qui est résistant. Il faut 400 ans pour qu'il se dégrade. Je me suis intéressé à toutes les technologies de recyclage qui pouvaient être adaptées aux pays émergents. On a commencé à travailler, à lever des fonds, et puis on a déposé des brevets, et tout ça est devenu très sérieux. On a dû passer en société, parce qu'il fallait un peu plus de moyens. Et donc, à côté, on a quand même gardé l'association qui, elle, se consacre au recyclage, mais en low-tech. Il n'y a pas de miracle, de toute façon, il faudra plein de petites solutions, mais le plastique, c'est vraiment effrayant. Si on commence à avoir les chiffres, voir un petit peu les perspectives de développement, ça fait froid dans le dos. Donc, c'est la multitude de propositions et d'initiatives qui feront la différence. Vous avez reçu la Légion d'honneur pour votre engagement. Vous en étiez fier ? Oui, bien sûr. Quand votre pays vous dit, tu as servi les intérêts de notre pays, tu as œuvré, tu as travaillé pour ton pays, et donc on te remet une médaille pour te dire ça. On a besoin de symboles. Moi, j'ai besoin de symboles pour avoir des repères, pour me construire, pour me projeter sur l'avenir. C'était pas une quête, mais il y a une vraie fierté. Pas pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour ceux qui m'entourent. Je pense que c'est un repère, ça veut dire qu'on a fait quelque chose de bien. C'est pas rien, ça compte. Ce quelque chose de bien, c'était la création d'Autisme Info Service. Oui, en l'occurrence, oui. Qu'est-ce qui reste à faire en matière d'accueil des enfants et des jeunes autistes ? Il y a eu beaucoup d'efforts de fait sur la détection, sur la prise en charge des enfants, la prise en charge à l'école. C'est pas parfait, mais on a beaucoup évolué sur ce point.
Là, aujourd'hui, la grande question, c'est les autistes adultes. Ça manque encore un peu de structure. Il y a des régions de France où il ne fait pas bon être autiste. C'est plus compliqué. J'aime beaucoup le tissu associatif parce que c'est concret. On est dans le combat, on construit, on est vraiment sur le terrain. C'est une façon d'œuvrer politiquement, mais dans des actes concrets. Bon, moi, on connaît, je pense, mon histoire personnelle, et donc j'ai été aidé. J'ai pu profiter de 20 ans de combat de parents qui ont monté des structures, qui ont ramené des méthodes des États-Unis, qui se sont battus contre la médecine, qui revendiquaient la psychanalyse, qui préféraient accuser les mères de leur lien affectif avec l'enfant plutôt que de se poser les bonnes questions. Et donc, c'est les parents qui ont réussi à faire avancer notre société, en tout cas à lui permettre de temporiser son retard. À mon tour, il fallait que je prenne le relais et de trouver qu'est-ce qu'on pouvait apporter de plus. Donc, ça a été cette plateforme. Et c'était une façon de regrouper aussi peut-être toutes les associations qui existent en France, qui font un travail formidable, et donc pouvoir communiquer à travers un annuaire qui nous permettrait tout de suite de savoir où s'adresser, trouver les compétences. C'est aussi une plateforme d'écoute téléphonique, donc sur laquelle on peut parler, on peut se confier, on peut parler de ses difficultés, et puis aussi avoir des vraies réponses médicales, sociales, comment faire un dossier MDPH, comment la loi défend les parents ou les autistes, toutes ces questions-là. Donc c'était une plateforme un peu complexe à monter, mais Florent Chapelle, mon associé de moi, qui est collaborateur, co-créateur, a fait tout le travail. Je fais attention parce que j'ai d'autres responsabilités, j'ai des choses à faire, quoi. J'ai un métier, j'ai une famille, je dois m'occuper de certaines personnes, je dois prendre soin de certaines personnes, donc je ne peux pas passer mon temps à faire de l'associatif. J'ai aussi une limite psychologique aussi, parce que c'est beaucoup de douleur, de souffrance, et il y a un moment, moi, ça m'affecte aussi, donc j'ai besoin de prendre un peu de distance, j'ai besoin de me ressourcer avec des choses positives. C'est quoi les choses positives qui vous font du bien ? Moi, ce que j'aime le plus, c'est construire, donc c'est monter des projets en équipe, à plusieurs. Ça, c'est ce qui me procure le plus de plaisir. Créer un projet à plusieurs. Donc l'associatif en est un, mais Earthwake, par exemple, en est un, qui est devenu une entreprise, mais c'est une aventure d'équipe. Écrire un scénario pour se dire on va en faire un film, pousser un projet de tournage, c'est un travail d'équipe, donc ça, c'est extrêmement stimulant. Et après, j'adore construire, donc je suis assez concret. C'est vrai que j'aurais pu être militant, en fait, dans le fond. Nous arrivons à la fin de notre entretien, et j'en viens à la question rituelle des engagés. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous, Samuel ? Il y a un homme qui me vient en tête, c'est Francis Perrin. Alors, on est toujours sur la cause de l'autisme, mais moi, je dois vous dire une chose, il a fait vraiment progresser les choses en France, on ne se rend pas compte. Il a lutté, il a milité pour des méthodes américaines qui ont sauvé des gens, clairement, et sur lesquelles la médecine s'est opposée de façon très violente. Et donc, il est allé dans des émissions de télé, il s'est opposé à des gens et, au cours de débats, et son action était très courageuse. Et il a fait vraiment avancer les choses. On ne se rend pas compte, mais il a mis sa notoriété au service d'une cause qui a sauvé des enfants. Et pas seulement le sien. C'est un homme d'engagement qui a vraiment fait preuve de courage. Merci beaucoup, Samuel Le Bihan. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode des Engagés. Je rappelle que ce podcast est disponible sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.